Bonjour. Merci beaucoup pour la super présentation. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Je suis très reconnaissant pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Jonah. Je fais un workshop qui s'appelle Bricolage électronumérique. Et j'aide les artistes et les designers à apprendre à bricoler, surtout avec l'électronique, mais aussi avec le numérique. Et ma mini-présentation s'appelle Prepared Instruments for Computer Alchemy. Je voulais, alors si on a le temps, j'espère pouvoir partager un de mes projets, mais je voulais d'abord surtout parler de mes héros. Je voulais partager avec vous une inspiration profonde pour moi qui est le piano préparé de John Cage. Donc le piano préparé est un piano où on a introduit des objets, on a pris des vis, de la gomme, tout type d'objets étrangers, et on a introduit ces objets dans le corps du piano. Donc, quand on parlait de gestes dissidents, le fait à la place de s'asseoir face au piano et d'utiliser l'interface qui est dédiée, qui est le clavier, John Cage a littéralement fait un pas de côté et a ouvert le piano et a mis ses mains dedans le corps du piano, et a commencé à introduire des contaminants dedans cette machine. Et ce qu'il a découvert, c'était que c'était possible de faire du piano un instrument de percussion aussi, qu'il avait dedans cet instrument d'autres instruments, et il pouvait les isoler, et donc il pourrait trouver dedans un instrument d'autres possibilités. Voilà John Cage qui s'approche physiquement de l'intérieur du piano. Donc on va voir dans les trois exemples que j'ai choisis, il y a souvent un moment de physiquement où on doit s'approcher à l'instrument, mettre son visage ou son corps à l'intérieur d'un instrument. Et sa pratique était super intéressante. Donc il faisait une préparation sans savoir exactement quel serait le résultat de cette préparation. Donc il y avait un élément important de chance et d'aléatoire dans son processus. Donc il faisait sa préparation, et ensuite il fallait rejouer le piano pour voir quel était l'effet de sa préparation. Et ensuite il faisait une composition après avoir un peu remaîtrisé l'instrument qu'il avait préparé. Et souvent, ces préparations c'était possible de dépréparer un piano aussi. Donc c'était dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'il faisait aussi des pianos qui étaient complètement plus retournables à leur état d'origine. Je voulais faire le point avec une autre artiste qui est très inspirante pour moi, qui s'appelle Sonia Landy Sheridan, qui a pratiqué à Chicago dans les années 60-70. Et l'instrument qu'elle a préparé est la photocopieuse. Et je ne suis pas historien de l'art, donc je ne vais pas même tenter d'expliquer pourquoi c'est important qu'une femme décide de choisir la photocopieuse comme étant son espace d'exploration. Mais comme vous voyez, elle a ouvert la machine, la photocopieuse, et elle a mis ses mains dedans. Elle a fait plein de choses qu'il ne fallait pas faire. Elle a changé l'encre, elle a déplacé, en gros, elle a modifié le fonctionnement de cette machine. Et elle a découvert que c'était possible d'utiliser cette machine comme une caméra, comme un appareil photo. Et donc, sa manière de réimaginer cet outil crée des possibilités de types de gestes différents. Donc là encore, il fallait vraiment s'approcher à la machine pour que ça puisse prendre en photo ou faire un portrait d'un visage. Et elle ne s'arrêtait pas là, elle s'intéressait à comment le corps, le ventre par exemple, ou les pieds pourraient interagir avec cette machine. Et c'était fascinant, elle était en contact avec 3M, donc l'industrie qui développait ces machines. Et elle avait, je ne sais pas exactement comment, mais elle avait pu avoir accès à les ingénieurs à l'intérieur de cette entreprise.
Et donc, elle a pu vraiment avoir accès à des technologies au moment ou même avant qu'elles soient sorties. Donc, elle avait une pratique un peu entre recherche et art. Je voulais aussi évoquer un autre héros qui s'appelle Stan Brakhage, qui est est-ce qu'on peut dire cinéaste, qui faisait des films, vidéaste, expérimental, américain. Et je voulais souligner sa manière de directement interagir avec la pellicule. Donc, à la place d'utiliser la machine pour ensuite modifier la pellicule, Stan Brakhage est allé directement vers la pellicule elle-même, sans passer par l'intermédiaire de l'appareil. Photo, caméra. Donc à droite, on voit qu'il a passé des plantes séchées et des ailes de papillons de nuit entre deux morceaux de pellicule, et il a fait entrer ces objets dedans la caméra. Donc ce qui a un peu cassé complètement une règle essentielle de la caméra que ça représente, que ça fasse une image, un simulacrum de la réalité. Il a essayé de passer la réalité directement dedans la machine. J'explique très mal ce concept, je m'excuse. Alors, un autre exemple plus contemporain, est-ce que vous connaissez Clement Valla, peut-être? Il est basé à New York. Et ça, c'est un projet qui s'appelle Postcards from Google Earth, ou carte de visite de Google. Excusez-moi, de Google Earth. Et dans cette série, c'est une série, il travaille avec des séries, il a trouvé des moments dans Google Earth où l'algorithme qui prenait des images prises de haut, de satellites, s'est trompé ou a mal compris, a mal traduit l'image prise de haut à un terrain tridimensionnel. Donc dans ces moments-là, on voit qu'un algorithme a peut-être s'est dit, ça aurait du sens que l'image prise du haut décrit un terrain continu. Évidemment, la plupart de notre Terre est continue. Sauf que le pont présente c'est un peu un hic. C'est un moment où on n'a pas une surface continue, on a quelque chose qui est très fin, qui flotte, qui est un peu pas organique, c'est pas vraiment naturel. Alors que la plupart des images qu'on voit, que la machine a vues, voilà, suivent pas cette règle-là. Donc, je trouve que c'est vraiment un moment très puissant. Je trouve que ce que Clement Valla trouve dans Google Earth. Et j'adore comment son intervention est très légère, très minimaliste. Il s'agit juste de prendre en photo ces photos et les rassembler ensemble. C'est que ça, entre guillemets. J'espère que je ne prends pas trop de temps. Un autre projet qui m'inspire, c'est de Erin Besler, qui est prof à Los Angeles, en école d'archi. Et elle a fait un projet sublime où elle a ouvert Google Earth et elle a trouvé le moment où on passe de la haute résolution à la basse résolution. Donc évidemment, on a une quantité de données finie pour représenter le monde. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Et il faut représenter peut-être des endroits ruraux avec moins de données. Et donc, je pense que ce que Erin Besler fait très bien dans ce projet, c'est qu'elle montre à quel point cette décision, qui pourrait paraître purement pragmatique, a plein d'enjeux sociaux, politiques, évidemment. Et il y a aussi une absurdité de cette décision de couper complètement au milieu des bâtiments. On peut aussi voir ça un peu comme une frontière de la numérisation. Donc ça, c'est jusqu'où on est allé actuellement. Mais évidemment, Google va continuer à s'étendre. Et je trouve aussi, j'apprécie beaucoup dans ce projet de Erin Besler, sa rigueur. Alors, là encore, l'intervention est très précise. Dans des villes différentes, elle trouve la frontière et elle met un travelling par-dessus cette frontière. Des fois, ça dure des heures, les vidéos. Et on voit que dans chaque ville, il y a des nuances, des différences de comment Google a sectionné la ville. Yes.
Et évidemment, les exigences de Google de devoir rapidement sortir un logiciel pour montrer aux gens a un impact sur à quel point c'est complet le logiciel a été complété. Ça va? Tout le monde va bien? Ok. J'aimerais continuer avec un autre projet qui m'inspire. Ça, c'est de Stephen Tillman, qui est un artiste basé à Berlin. Et Stephen Tillman a pris plein d'écrans cathodiques qu'il a trouvés à Berlin, dans la rue. Et il a pris une photo de ces écrans au moment où ils s'éteignent, pardon, excusez-moi. Et donc, voilà encore, rigueur extrême, précision dans sa pratique. Je trouve ce projet émouvant puisque ça donne l'impression qu'on arrive à voir un peu l'âme qui sort de cette machine à un moment donné. On voit aussi que dans ces images révèlent le fonctionnement même de l'écran cathodique. Donc l'écran cathodique qui prédate vos naissances peut-être, je ne sais pas, fonctionne en balayant. Donc l'acte principal, c'est de balayer. Et là, on voit le moment où cette image, cette illusion meurt, le moment où ça s'écrase. Et c'est quasiment comme une signature de chaque écran. Et il dit que selon le temps qu'il laisse allumer chaque écran, ça a un impact sur l'image qu'il voit à la fin. Et évidemment, la vie de chaque écran est visible en quelque part dans ces images. Ok. J'aimerais rapidement vous présenter mon projet. J'ai fait... alors, je m'intéresse à des instruments préparés, donc le piano de John Cage, par exemple, ou la photocopieuse de Sonia Sheridan. Donc, moi, j'ai choisi le traceur. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une découpe laser. Ici, j'imagine, découpe laser dans le bâtiment quelque part. Non? Ok, d'accord. Ben, c'est cool, on apprend mieux sans la découpeuse laser. En gros, avec un traceur ou une découpeuse laser, on a sur notre écran une série de lignes qui représentent une image. Et à un moment donné, on aimerait transférer cette image et la rendre réelle. On aimerait donner ça à la machine va couper les lignes ou va tracer les lignes et mettre de l'encre sur de la papier. Sur une feuille. Donc j'ai créé mon propre traceur, sauf que ce traceur avait un conflit à l'intérieur. Il y avait une partie qui faisait des dessins d'une manière fidèle, donc on lui envoyait une image, il faisait le dessin. Mais il y avait une autre partie, plus vers le sud dans cette image, qui interrompait la partie qui faisait le dessin. Donc, à l'intérieur de cette machine, un conflit, et le résultat, alors j'ai fait une vidéo en noir et blanc puisque je suis artiste prétentieux. Et là, voici une série de dessins qui sont sortis de cette machine. Donc, à gauche, il y a un dessin qui n'a pas été interrompu. Donc ça, c'est la partie de la machine qui fait des dessins d'une manière fidèle, qui fait des dessins. Et à droite, on interrompt de plus en plus ce processus de dessiner. Donc, toutes les lignes qui sont dans le dessin à droite se trouvent dans le dessin à gauche, sauf que ces lignes sont explosées dans le temps, si on veut. Donc, l'axe Z, ou l'axe Y, devient l'axe temporel. Et donc, avec ce processus d'exploser dans le temps, une image, on voit la séquence de lignes, les gestes qui sont effectués par la machine, par le traceur. Donc, mon format ici, c'est en bas, j'ai choisi un dessin. Et ensuite, il y a le même dessin, mais explosé dans le temps. Et je me suis dit que cette technique, ça pourrait nous montrer un peu un dessin à travers les yeux d'un algorithme qui doit séquencer toutes ces lignes dans une séquence efficace. N'est-ce pas? On ne veut pas venir dessiner une ligne et ensuite aller ailleurs et dessiner une autre ligne. On essaie de rejoindre toutes les lignes pour les dessiner d'une manière très efficace.
Voilà. Donc j'ai fait une série d'images et j'ai explosé ces dessins. J'ai fait d'autres machines à dessiner et je voulais utiliser des machines faites à partir de déchets électroniques. Donc voilà encore plus de vidéos, films prétentieux, plus de dessins. Là j'ai pris le même dessin et j'ai demandé à la machine de commencer à dessiner ce dessin à un point différent. Et ça a changé le processus de dessiner ce dessin. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc j'ai fait plein de dessins. Je suis à 15 minutes. Ok, je vais terminer sur cette image. Donc en gros, ce qu'on voit dans ces explosions, ça c'est le résultat d'un algorithme qui a décidé que ça c'était la manière la plus efficace de faire ce dessin. Un dessin qui va prendre le moins de temps possible. Mais j'ai découvert qu'on pourrait créer d'autres algorithmes qui pourraient faire des séquences selon d'autres priorités. Et ensuite, en utilisant cette technique d'exploser dans le temps, on pourrait rapidement comparer ces algorithmes différents. Et donc, c'est comme si on a une empreinte ou une signature un peu qui montre les manières de séquencer différemment. Donc là, en bas, j'ai une image. Donc j'ai donné la même image à plusieurs algorithmes différents qui ont fait des séquences différentes. Cool, yes, voilà, yeah, c'est la fin. Merci beaucoup.